toutes et à tous. Merci Nicolas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les outils qu'on a créés à Tours il y a maintenant 1 an ou 2, je ne sais plus exactement, pour la transition, transition enfant-adulte des patients porteurs de fasciocraniosténose. Donc je tenais évidemment à remercier la filière pour son soutien et l'association des petits courageux avec lesquels on a travaillé. Donc j'espère que dans cet exposé, je vais vous convaincre que les chirurgiens, parce que bon, je suis chirurgien, hein, donc ne sont pas que des bourreaux d'enfants. Et vous verrez, on a quand même une sensibilité. Et cette transition, je trouve qu'elle est facilitée dans nos petits CHU parce que effectivement, c'est souvent la même équipe qui s'occupe de la pédiatrie et de l'adulte. Alors, le calendrier de la prise, donc je vais vous parler de manière assez chirurgicale, hein, mais le calendrier de la prise en charge de ces fasciocraniosténoses chez l'enfant est assez bien codifié. Et puis, c'est souvent des équipes crânio-faciales pluridisciplinaires dédiées qui s'en occupent. Donc, le suivi des patients se fait de façon régulière jusqu'à l'adolescence. Et puis, à l'adolescence, finalement, quand on a fait les gros temps chirurgicaux de ces fasciocraniosténoses, eh bien, tout bascule un petit peu, on l'a vu tout à l'heure, avec toutes ces interventions qu'on appelle, dans notre jargon chirurgical, entre guillemets, satellites. Alors, satellite, on pourrait discuter de ce terme satellite, mais qui finalement sont aussi très importantes pour les gens parce qu'elles vont finir le travail chirurgical et l'apparence des gens. Et en l'occurrence, dans la chirurgie de ces fasciocraniosténoses, c'est la chirurgie orthognathique, ce sont les rhinoplasties, les lipostructures, les cantopexies, etc., etc. Donc, parallèlement à ça, il y a quand même de nombreux enfants qui ne vont pas être suivis lors de la transition avec l'âge adulte, soit parce qu'il y a l'impossibilité de continuer avec un suivi avec une équipe pédiatrique. Hein. Il y a un âge où les enfants ne peuvent plus être suivis dans ces hôpitaux pédiatriques, soit parce qu'il y a un manque d'informations sur l'existence d'équipes adultes qui sont formées à cette chirurgie-là, ou soit sur la méconnaissance de la possibilité de la prise en charge à l'âge adulte. On peut très bien, avec une pathologie comme les fasciocraniosténoses, dire on s'en occupe dans l'enfance, et puis une fois qu'on est grand, eh ben c'est fini, on s'en occupe plus, on peut plus rien faire pour nous. Alors, on a, au-delà de la transition enfant-adulte, finalement, je vais orienter mon topo un peu plus sur l'ensemble des patients adultes, hein, parce que l'adolescent est, je parle sous couvert des pédiatres, mais finalement un jeune adulte. Donc il y a 3 types de patients. Il y a le patient qui est vraiment dans sa transition enfant-adulte, hein, qui a été opéré dans l'enfance et qui doit être opéré lors de la transition quand il arrive dans l'adolescence, pour le suivi de son traitement. Il y a le patient qui a été opéré dans l'enfance et qui présente des séquelles à l'âge adulte, hein, qui peuvent aussi faire partie de la transition. Et puis il y a le patient adulte qui n'a jamais été opéré, avec un diagnostic tardif et qui est persuadé qu'on ne peut rien faire pour lui. Et ça arrive encore. Donc le premier patient qui a été opéré dans l'enfance et qui doit être opéré lors de la transition adulte, hein, ici c'est l'exemple d'un syndrome de Crouzon qui a une première avancée faciale avec une osteotomie de Lefort 3, et puis là il est vraiment dans la transition parce qu'on a fait la chirurgie orthognathique avec l'avancée maxillaire, le recul mandibulaire, la réduction du menton. Voilà. Donc ça, ce type de patient, je trouve que d'un point de vue chirurgical, c'est assez bien réglé chez nous, assez bien connu dans la filière, parce qu'on est dans la continuité des soins. On a le patient qui a été opéré dans l'enfance et qui présente des séquelles à l'âge adulte. Alors ces séquelles dans les fasciocraniosténoses, elles peuvent être très variées. Hein. Donc on a différents syndromes dans les fasciocraniosténoses, hein, avec des anomalies d'implantation des oreilles, une anomalie de la ligne de position des cheveux. Quand on opère, on peut laisser des séquelles de cicatrices alopéciques, on a des anomalies de l'articulé dentaire, on a des anomalies du nez, des anomalies des paupières avec des malpositions du canthi, des ptosis, etc., etc., etc. Donc, toutes ces séquelles-là, elles peuvent
être prises en charge, soit lors de la transition, soit lorsque les patients sont plus âgés. Et puis on a dans notre besace chirurgicale tout un tas de choses, et notamment on peut tout à fait reprendre une cicatrice alopécique qui est quand même un stigmate assez visible. Voilà. Pour les rhinoplasties, on fait des rhinoplasties, etc. Et enfin, on a ces patients qui sont à l'âge adulte, qui viennent parfois, alors pas forcément du fin fond de la France, voilà, il y a des endroits en France très bien où les patients sont orientés vers un mauvais médecin, enfin pas un mauvais médecin, un mauvais voilà, spécialiste, et qui ne pose pas le diagnostic, parce qu'on est quand même dans des pathologies qui sont excessivement rares. Donc vous voyez un patient comme ça, avec des gros yeux, qui ronfle, bon, vous pensez aux apnées du sommeil. Moi, quand je vois ce patient, inévitablement, je pense à un syndrome de Crouzon, mais parce qu'on est sensibilisé. Et donc, ces patients avec un diagnostic tardif, il faut savoir qu'on peut les prendre en charge, avec des techniques de pédiatrie. Il faut quand même y faire attention. Enfin, on a 2-3 précautions à prendre, mais on peut tout à fait leur rendre une vie tout à fait, on va dire, normale. Donc, pour essayer, les outils qu'on a créés, ça a été, on a fait 3 sortes d'outils, une plaquette d'informations que vous avez dû pouvoir voir à l'accueil, qui est surtout finalement dédiée aux patients eux-mêmes, aux familles, pour les informer que cette prise en charge, elle ne s'arrête pas finalement avec le petit âge, et que ces patients, ils ont le droit d'être opérés de leurs séquelles tout au long de la vie. Voilà. Après, c'est assez difficile de distribuer, donc ces plaquettes sont là sur le site de la filière, dans nos consultations de chirurgie crânio-faciale, mais c'est difficile de poser ça sur le bureau d'un généraliste pour informer les gens, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de candidats. Donc ça, c'est l'arrière de la plaquette. On a fait une affiche aussi. Donc on a fait une affiche, bon là encore une fois on se heurte un petit peu où mettre l'affiche, quoi. Donc nous on la met dans notre salle d'attente, mais bon, est-ce que ça a un intérêt de la mettre voilà, en dehors du site de la filière, bon, voilà. Et on a fait une vidéo. Donc je vais vous passer cette vidéo, voilà, qui dure à peu près 7 minutes, comme ça j'aurai à peu près bouclé mon temps de parole, et on pourra en discuter après. Milovan a 16 ans. Il y a 2 ans, il est adressé au professeur Laure, chef du service de chirurgie maxillofaciale du CHU de Tours. Milovan vient pour une prise en charge maxillomandibulaire. Mais lors de la première consultation, le professeur pose immédiatement un diagnostic. On voit très vite que Milovan a des grands yeux, avec un décalage très important de sa mâchoire du haut, de sa mâchoire du bas. Il est évident que ça fait évoquer un syndrome de Crouzon, mais jamais le diagnostic n'avait été posé auparavant. Milovan vivait avec ce syndrome de Crouzon sans le savoir. Le professeur Laure réalise chez Milovan une ostéotomie de l'Effort 3. Le but, réduire l'exorbitisme du jeune homme. Sa mâchoire du haut a également été avancée. À 16 ans, son visage a changé. En effet, durant la transition enfant-adulte, ce type d'intervention reste possible. Et c'est un moment qu'il ne faut pas louper, parce qu'on va pouvoir agir à ce moment-là, de façon à lui apporter tous les bénéfices de la chirurgie. Donc avec cette ostéotomie de l'Effort 3 qu'il a eu, on va pouvoir agrandir ses orbites et avancer son maxillaire lors d'une première intervention. Depuis l'opération, qu'est-ce qui a changé? L'apparence. Et puis pour l'instant, ça, l'apparence. Mes potes, ça leur a fait bizarre. C'est des potes, on se connaît depuis longtemps, donc ils sont habitués à ça. Donc au début, ça leur fait bizarre, mais maintenant, ça va. Tu pensais que tu pouvais pas changer? C'est pas à ce point-là. Après, je regarde pas trop les photos d'avant, mais... Non, c'est bien. C'est bien, il y a une bonne évolution.
Là, c'est vrai que vu qu'il va avoir le physique plus standard, ça va être sûrement plus facile après. Parce que oui, il y a eu des moqueries à l'école et tout ça. Donc, en plus, nous, il ne nous l'a pas dit, Milovan, que les autres se moquaient de lui. On l'a su qu'après et tout ça. Et c'est vrai que ça fait mal, quoi, même après coup. Donc si on peut faire quelque chose pour changer ça, c'est bien. Alors l'objectif de la prise en charge, en dehors de la protection du globe oculaire, de récupérer l'articulé dentaire, c'est d'effacer au maximum les stigmates du syndrome. Une fois qu'on a fait ça, on pourra faire, environ 2 ans après, une chirurgie de la mâchoire du haut et de la mâchoire du bas, et après, s'il le souhaite, une rhinoplastie. C'est bien de savoir qu'il va y avoir des obstacles en moins par rapport à ce qu'aurait pu être avant l'opération. On a qu'une seule vie et si on tente rien, on n'a rien. Donc, Tu te trouves beau? Beau, tout le monde se trouve, c'est pas... Non, pas tout le monde. Beau, pas normal, comme faut se complimenter dans la vie. Donc. Si on se complimente pas, voilà. La chirurgie des malformations crânio-faciales reste possible tout au long de la vie. Monique a 55 ans et depuis toujours, elle ignorait être elle aussi porteuse du syndrome de Crouzon jusqu'à sa rencontre avec le professeur Laure. Et depuis 55 ans, il n'y a jamais aucun médecin qui vous avait dit ça. Non. Je vivais comme tout le monde, si vous voulez, mais reculé parce qu'il y avait les moqueries, abrité parce qu'il y avait le soleil, le vent, tout ça. Pas trop de foule, parce qu'en cas que les yeux me posent un problème, paf. Mais bon, c'était ma vie, je voyais que c'était ça, voilà. C'est comme ça, t'es né avec, tu partiras avec. Monique, c'est le cas typique de la personne qui pense qu'elle ne peut pas être opérée, qu'on ne peut rien faire pour elle. En fait, c'est tout le contraire. On peut opérer ces gens, même à l'âge adulte. Monique a été opérée à l'âge de 54 ans. On a réalisé un avancement frontofacial monobloc qui a permis d'agrandir le volume du crâne, donc de limiter les maux de tête. Ça a permis d'agrandir les orbites et de faire reculer les yeux. Donc maintenant, il n'y a plus de luxation du globe oculaire. Et puis, ça a permis de remettre en place l'articulé dentaire, donc avec une meilleure alimentation. Et globalement, sur l'ensemble de visage, il y a une meilleure acceptation du visage avec un visage qui a retrouvé son équilibre. Je n'arrive pas, depuis l'intervention, et pourtant je suis critique, de trouver un point noir dans tout ça. Le mieux, c'est que je peux aller dans une foule, on ne va pas se retourner. Je vais dans les magasins, on ne va pas se moquer. Je prends mon caddie, et comme tout le monde, je fais mes courses, et puis il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de regard malsain. C'était bien, c'était vraiment une belle histoire. Ah oui. D'autres patients ont connaissance de leur syndrome et bénéficient d'une prise en charge dès l'enfance. Mais certaines séquelles persistent à l'âge adulte. Christine a 33 ans. Elle est atteinte du syndrome de Pfeiffer. Depuis des années, la jeune femme souffrait au niveau des yeux. Irritation, brûlure à l'œil, difficulté avec la lumière, certaines lumières qui me faisaient mal aux yeux, donc du coup ça fait que j'ai été obligée de mettre mes lunettes de soleil. Perso, ça ne m'a pas inquiétée dans le sens que, comme je suis la 3e génération, on a tous à peu près ces mêmes problèmes, donc du coup, voyant ma mère avec les mêmes soucis que moi, je me suis dit, si elle les a, c'est que moi je les ai aussi, quoi. Alors effectivement, toutes ces fascio-craniosténoses laissent beaucoup de séquelles, notamment à l'âge adulte. Alors ça peut être des séquelles sur les paupières, ça peut être des séquelles sur les oreilles, sur le nez, sur les mâchoires, sur la ligne d'implantation des cheveux. En fait, toutes ces séquelles-là, elles peuvent et elles doivent être prises en charge à l'âge adulte au moment opportun. Donc l'objectif, ça a été de rallonger sa paupière du bas qui était beaucoup trop courte. Donc on a pris une petite greffe de muqueuse sur le palais pour pouvoir rallonger les 2 paupières. Mais depuis l'opération, il n'y a pas photo, quoi. J'arrive à dormir correctement. Le matin, quand je me réveille, j'ai plus cette irritation et cette sécheresse oculaire où tous les matins, j'étais là
à faire ça, quoi, parce que du coup ça me piquait, le grain de sable, cette sensation de grain de sable, les yeux sont un peu plus de niveau. Est-ce que vous aimez votre regard aujourd'hui, Christine? Oui, j'aime bien mon regard, oui. Je fais de mes blessures une force. Et des séquelles, on peut les résorber. J'enlève tous ces poids de ces regards. Parce que moi, mon objectif, je sais où je vais. Donc voilà les 3 outils que je voulais vous présenter. Donc évidemment avec une approche encore une fois très chirurgicale des choses, mais effectivement le visage de tous ces patients, c'est leur propre carte d'identité. Que souvent après ces interventions, il est quand même difficile pour eux d'appréhender ce nouveau visage, et que l'approche psychologique, elle est fondamentale, mais encore plus à cet âge de l'adolescence et de l'adulte, et que malheureusement, ça on nous rabâche à toute la journée, mais on pourra en discuter après, mais on a vraiment des difficultés à orienter ces patients vers, parce qu'on reste des chirurgiens, on n'est pas des psychologues, et on a un vrai défaut d'accès à ces soins de psychologie et de psychiatrie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Boris. Avant d'enchaîner, est-ce qu'on a une courte remarque pour Boris Laure, ou après on discutera plus avant ensemble, peut-être pendant la table ronde. Il y a un sujet intéressant, c'est non seulement effectivement le développement de ces outils-là, mais aussi la manière de les utiliser. C'est effectivement choisir endroit où afficher la fiche, justement, cette vidéo qui est très bien, mais qu'en faire en fait, à qui la diffuser. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on pourra discuter après, puisque les outils existent, mais après il faut savoir comment faire en sorte qu'ils atteignent leur cible. En fait, et ça c'est souvent compliqué. Merci beaucoup.